Voyage en récit, Jean-Philippe Sarcos. Geoffroy Scrive. Monsieur Sarcos, merci de me recevoir dans vos locaux donc, du Palais Royal, ici à Paris. Vous êtes donc le chef de l'orchestre et du chœur du Palais Royal, que vous avez fondé, il me semble, en 2010. Donc, Exactement. Nous fêtons le 10e anniversaire. Le 10e anniversaire cette année. Et il me semble que vous accordez une certaine importance à jouer sur des instruments d'époque, pour la partie musicien. Oui, exactement. Le Palais Royal est un ensemble qui joue sur instruments anciens. Donc on joue la musique du 17e, 18e, 19e et 20e. Et à chaque fois, pour chaque époque, on change d'instrumentarium. On utilise des violons du 18e ou du 19e. Et surtout, monter comme au 18e ou au 19e. Parce que souvent dans les grands orchestres, à l'Orchestre national de France, à l'Orchestre de l'Opéra de Paris, à l'Orchestre de l'Opéra de différentes villes, les instruments peuvent être anciens, mais ils sont montés d'une façon moderne. Oui. Donc ça change tout. La tension, l'accord. Voilà, le fait d'avoir des cordes en métal aujourd'hui, alors qu'autrefois c'était des cordes en boyau. Et puis il y a eu beaucoup de modifications, même sur les Stradivarius, de modifications de techniques du chevalet, enfin, pour avoir toujours des tensions des cordes plus fortes. Et pourquoi cet attachement à remonter à ces instruments d'époque? Le son change, on imagine, mais il y a aussi un désir d'être plus en lien avec l'héritage des compositeurs ayant écrit pour ces instruments-là, tels qu'ils les entendaient? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de raisons différentes qui sont mêlées. Tout d'abord, on joue beaucoup plus facilement la musique de Handel avec des instruments du 18e qu'avec des instruments d'aujourd'hui. Parce que la forme de l'archet, la réponse des cordes va être complètement différente. Et avec des instruments du 18e, le phrasé d'origine revient naturellement. Donc, si vous voulez, la première raison, c'est peut-être la fainéantise, de se dire que c'est plus facile de le faire avec des instruments anciens, parce que comme ça, on n'a pas... J'ai eu l'occasion de monter des œuvres de musique baroque avec des orchestres modernes, et c'est vraiment tout un travail très difficile, parce que les musiciens n'ont pas l'habitude, et leurs instruments ne sont pas adaptés. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Voilà. Après, c'est vrai que c'est tentant de se dire, on entend le son qu'entendait Handel, ou qu'entendait Mozart, ou qu'entendait Vivaldi. Je crois que les musiciens cherchent toujours à imaginer ce que voulait le compositeur. Et donc, moi, je sais qu'en travaillant mes partitions, je passe mon temps à me dire, mais quand on a plusieurs options, quelle était l'option qu'aurait choisi le compositeur? Et avec ces instruments, justement, on se dit qu'on doit se rapprocher beaucoup plus de ce que souhaitait le compositeur. Voilà. Et puis après, il y a une question de nostalgie peut-être aussi. Alors aujourd'hui, je sais que c'est pas très à la mode de dire ça, mais je le dis quand même parce que de se dire qu'on se rapproche d'une époque peut-être un peu fantasmée, peut-être un peu embellie, mais de se dire qu'à cette époque, la musique avait tant de place dans notre société. Et de refaire la musique exactement comme ça, ça fait un voyage dans le temps. Et c'est pour ça que je parle de nostalgie. Alors justement, parlons un peu du temps. En ce moment, vous donnez des sessions. Je ne sais pas si on peut parler de concerts pour les tout petits, en culotte courte. J'imagine que la transmission est importante, comme la filiation, parce que je sais que vous avez un lien quand même assez personnel et assez fort avec Georges Prêtre. Oui, je crois vraiment si j'avais une phrase à dire pour résumer un peu ce que je fais tout le temps avec la musique, c'est cette phrase « j'ai transmis ce que j'ai reçu ». Voilà. Alors bon, d'autres que moi l'ont utilisée avant, donc je ne me permettrai pas de la prendre à mon compte, mais c'est vraiment cette phrase qui me semble le plus important. C'est-à-dire que ce que je transmets, ce que je pratique aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est pas quelque chose qui est de mon propre génie. Mon propre génie n'est pour rien dans tout cela. Je crois que je transmets ce que j'ai reçu. Voilà, et j'essaie de le transmettre le plus respectueusement possible. Et je crois que cette idée de transmission, de tradition est essentielle aujourd'hui, où tout va tellement vite, où justement le numérique, la technique ont pris tant de place, et souvent jusqu'à envoyer l'homme sur le côté, peut-être presque hors jeu.
Mais voilà, donc transmettre ce qu'on a reçu, c'est transmettre ce qu'on a hérité de ses pères, de ses maîtres. Je crois que le mot de maître, qu'on utilisait beaucoup pour parler au chef d'orchestre autrefois et qu'on utilise moins aujourd'hui, je crois que c'est dommage parce que vraiment un grand chef d'orchestre comme était Georges Prêtre, c'était vraiment des maîtres, c'est-à-dire que des personnes qui étaient tellement hautes dans la pratique de leur art qu'elle pouvait transmettre d'une façon formidable. Il ne pouvait-elle pas non plus faire peur ou... Oh non. Parce que déranger, je veux dire, par rapport à peut-être un milieu ambiant avec des décisions ou des orientations musicales prises un petit peu différentes. Enfin, je pense à la différence qu'on peut avoir dans les orchestres entre la France et peut-être d'autres pays. Les musiciens sont peut-être différents d'un pays à l'autre, ne serait-ce que dans l'attitude, dans la répétition Oui. ou dans Oui, la mais réception de ce que demande un chef. moi j'ai eu l'occasion de voir des répétitions de Georges Prêtre avec l'Orchestre national de France. Je me souviens notamment d'un concert au Théâtre des Champs-Élysées où il y avait Rostropovitch qui était soliste. Et ça s'était très mal passé parce que les musiciens du National étaient extrêmement critiques. Je me souviens qu'à un moment, il a dit au hautbois que c'était trop bas. Le hautbois s'est insurgé en disant « mais non, je ne suis pas trop ». Et Georges Prêtre a beaucoup souffert de cela. Ah oui. Et pendant des années, il n'a plus dirigé en France, justement, alors qu'il avait dirigé tous les plus grands orchestres. Et il est parti en Autriche, à Vienne, où il a été nommé chef à vie de l'Orchestre Philharmonique. Et il ne voulait plus venir en France parce que les musiciens étaient trop rebelles, à toujours vouloir remettre en cause l'autorité. Je crois qu'on a un gros problème en France par rapport à la hiérarchie, à l'autorité. Alors qu'on a un gros problème finalement d'humilité. Je crois que c'est ça le problème. Parce que si en tant que musicien on se dit je suis là au service d'eux, je suis là pour permettre à des gens d'écouter une musique merveilleuse, je suis là pour permettre à un grand chef d'exprimer ce qu'il a. Si on a cette humilité, les choses se passent bien et c'est ce qui se passe en Autriche, en Allemagne, dans les pays asiatiques aussi. Mais qui a eu beaucoup de mal à se passer en France dans les années 80, 90, même depuis les années 70. Enfin, il y a eu beaucoup de rébellions. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que les choses vont tellement mal que les musiciens commencent à se dire que peut-être il est temps de mettre de l'eau dans leur vin. Oui. Et justement, d'où arrivent vos musiciens et vos choristes? Ils sont tous français, ils arrivent des conservatoires supérieurs, Alors, au Palais Royal, à la fois les chanteurs et les instrumentistes sont donc tous des musiciens professionnels. Et pour beaucoup, ils ont fait leurs études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, qui est un conservatoire quand même extraordinaire pour le niveau dont les élèves sortent. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qu'on a de mieux en France. Mais nous avons également beaucoup de musiciens étrangers, beaucoup de musiciens espagnols, de musiciens italiens dans l'orchestre. Ce sont des pays où l'enseignement de la musique, et notamment de la musique ancienne, est assez bon, mais où il y a très peu de débouchés. Et pour ça, en France, on peut se féliciter du statut actuel des artistes qui sont, par rapport aux autres pays d'Europe, très protégés. Et du point de vue des œuvres maintenant que vous abordez, comment faites-vous votre choix entre les œuvres très réputées? Vous dirigiez il n'y a pas longtemps, je crois, la 7e de Beethoven, c'est quand même une œuvre phare, et en même temps vous prenez des œuvres tout à fait éclectiques, beaucoup moins connues. Comment faire le choix? Est-ce que vous le faites en fonction des lieux, des salles qui vous accueillent, ou en fonction d'un programme un peu, je dirais, annuel sur une portée oui, beaucoup plus espacée dans le temps, beaucoup plus longue pour avoir une cohérence d'ensemble? Alors, ça dépend de beaucoup de paramètres. Chaque année, les saisons sont créées
souvent plusieurs années à l'avance, de savoir ce qu'on va jouer. Et ça dépend de beaucoup de choses. On a fait un cycle avec l'intégrale des symphonies de Beethoven et l'intégrale des concertos pour piano. Donc bon, là, on a été un peu guidé par Beethoven. Ben, il fallait aller au bout. Et c'était très agréable parce que finalement, parfois, de ne pas se poser trop de questions sur ce qu'on va diriger, c'est le mieux. On est souvent tiraillé entre tellement d'envies différentes. Voilà, moi j'ai la chance, puisque le Palais Royal est un orchestre indépendant, de pouvoir décider seul de ce que je dirige. Donc je dirige toujours que des choses qui me plaisent. Et ça, c'est vraiment important pour l'envie. Je crois que c'est un métier où il y a beaucoup de pression, où on travaille tard le soir tous les jours. Le matin, il faut aussi être d'attaque. Eh bien, si on fait que des choses qu'on aime, c'est quand même plus facile. Voilà. Et puis c'est motivant. Ouais, c'est motivant. Et j'ai certaines de mes amis à qui les œuvres sont davantage imposées. Et je vois qu'il y a parfois une lassitude, parce que quand vous passez plusieurs mois à travailler une œuvre que vous n'aimez pas, bon, au fur et à mesure, peut-être vous vous en rapprochez et vous l'aimez plus, mais ça coûte quand même. Et est-ce que la musique, justement, du point de vue des œuvres, souffrirait aujourd'hui d'un certain relativisme qui consisterait à penser que tout se vaut, donc on joue du Beethoven de la même façon qu'un compositeur beaucoup moins connu, et qu'après tout, pareil, entre les œuvres profanes et les œuvres religieuses, a priori, on est là pour jouer, on joue, je pense à vos amis à qui c'est imposé, enfin ils n'ont pas le choix, et qu'on leur dise vous jouez ceci ou jouez cela, finalement on vous demande de jouer, point c'est tout. Oui, je discutais avec un chef il y a quelques jours qui me disait justement que les personnes qui le soutenaient, les institutions qui le soutenaient, lui imposaient des metteurs en scène et parfois il aimerait travailler avec d'autres personnes dans un autre style qui correspondent davantage à sa sensibilité, mais on lui disait si vous prenez telle personne, nous ne vous soutenons plus. Ça c'est très dur, je pense, ce manque de liberté, parce que on ne peut pas vraiment exprimer quelque chose d'intéressant si on est contraint de toutes parts, et surtout si on est contraint à travailler avec des personnes dont on ne partage pas les options. Oui. Voilà. Et ça, je trouve que dans l'opéra, c'est quelque chose qui est terrible pour beaucoup de chefs d'orchestre, d'être obligé de cohabiter avec des metteurs en scène qui souvent ont des visions de l'œuvre étranges. Voilà. Et donc, quand on fait ça, le travail musical s'en trouve abîmé, et c'est très difficile. C'est pour ça que j'ai choisi la liberté. J'ai préféré parfois renoncer à des possibilités plus alléchantes financièrement ou de façon pour la notoriété, mais de pouvoir faire ce qu'on aime et ce qu'on croit bon, ce qu'on croit vrai. Parce que sinon, je crois que la musique est un art tellement fabuleux, un art qui peut élever tellement les personnes qui le pratiquent et les personnes qui en profitent, qui l'entendent, qu'il ne faut pas se permettre de faire n'importe quoi avec. Oui, justement, en cette période, en cette année où on a eu le confinement, là, dès qu'on a des cas ayant des symptômes ou des cas contacts, il y a des quatorzaines qui s'installent. Comment cela peut-il être géré au niveau de l'orchestre? Parce que si un des musiciens est déclaré contact, il est à l'isolement chez lui. Comment vous apprenez ça pour les répétitions et puis éventuellement pour les concerts? Oui, en effet, en ce moment, c'est vraiment très difficile. Une fois de plus, je le répète, en France, on a beaucoup de chance parce que l'État soutient beaucoup les artistes. Ah oui. Enfin, les artistes trouveront toujours qu'ils ne sont pas assez soutenus, mais bon, franchement, par rapport à tout ce qui se passe dans les autres pays, en Angleterre, les choses sont vraiment très différentes et beaucoup plus difficiles. Mais ils ont choisi un système très libéral, donc il faut assumer après. L'autre jour, il y avait un homme politique qui disait les musiciens, s'ils n'ont plus de travail, il faut qu'ils choisissent un autre métier. En Angleterre, là. Voilà, en Angleterre. Donc ça, évidemment, en France, tout le monde a partagé ça sur les réseaux sociaux en disant c'est un scandale, etc. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est complètement dans la logique de ce libéralisme anglo-saxon
que certains veulent implanter en France. Et quand on veut implanter quelque chose, eh bien, il faut en prendre les avantages et les inconvénients. Et je crois que ce libéralisme anglo-saxon des États-Unis et d'Angleterre, il montre ici son vrai visage. C'est-à-dire que si ça ne rapporte pas, eh ben, il faut faire autre chose. Et je crois qu'il ne faut pas critiquer toujours des mesurettes comme ça ou des petites phrases sorties de leur contexte, mais il faut voir dans quel système nous voulons vivre. Et je crois que ce libéralisme anglo-saxon ne correspond pas du tout à l'esprit de la France. Jamais, depuis Colbert, depuis Louis XIV, depuis depuis François Ier, enfin, tous nos rois jusqu'à la Révolution ont voulu soutenir les arts. On se sont rendus compte que l'art était quelque chose d'une immense valeur pour le peuple, d'une immense valeur pour l'unité d'une nation. Et l'État et la République, après, a continué ce travail des rois et cette décision de nos rois de soutenir les arts. Et on peut en être heureux. Alors justement, parlons un peu du baroque. Vous parlez des rois, ça me fait penser à ça. Oui. Vos prochains concerts sont consacrés à la virtuosité baroque. Oui. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'évidemment certains pourraient penser, oula, on va avoir droit à une démonstration de virtuosité d'un violoniste ou de tel instrumentaliste. De technique. Oui. J'imagine que le choix n'est pas seulement celui-là, ou voire pas du tout celui-là. Il y a peut-être simplement aussi une envie de redécouvrir un répertoire, de toucher à l'âme peut-être d'un répertoire qu'on n'écoute plus trop aujourd'hui, ou alors qui est complètement... qui serait peut-être, parce que trop joué, trop connu, et qu'on aimerait le faire écouter autrement. Oui. Alors, et le montrer aussi autrement, peut-être. Je crois que c'est le mot virtuosité qui nous fait peur. Et ce mot de virtuosité, il vient du latin virtus, qui veut dire tout ce qui fait la grandeur de l'homme, la vertu, le courage, la force. Et cette virtuosité, donc elle nous montre, à l'époque baroque, et notamment à Naples, en Italie, au XVIIIe siècle, c'est une virtuosité des compositeurs qui vont mettre énormément d'ardeur, de courage, de force dans leur composition. Là, nous allons jouer le Stabat Mater de Scarlatti à 10 voix, qui est une œuvre incroyable, tellement ces 10 voix sont indépendantes, sont chacune porteuses d'un sentiment, un mélange de force absolument incroyable. Et toute cette virtuosité est au service de la beauté, au service de notre propre force. C'est-à-dire qu'en écoutant cette musique pleine de virtus, eh bien, nous devenons nous-mêmes des personnes courageuses, des personnes fortes, des personnes qui osent prendre des risques. C'est ce que font les compositeurs, c'est ce que font les interprètes. Et l'auditeur en retire quelque chose qui a un rapport. Mais cette vertu est aussi, j'imagine, exigeante, surtout pour celui qui la joue, pour celui qui la dirige. Qu'est-ce qu'elle requiert pour vous, pour se lancer dans un tel programme et le mener à bien? Il faut beaucoup de travail. Nos chanteurs là, vont chanter ce Stabat Mater de Scarlatti à 10 voix qui dure une demi-heure. Ils vont le chanter entièrement par cœur. Ils sont à un par partie. Donc là, il n'y a pas possibilité de se tromper. Si quelqu'un se trompe, il fait tromper tous les autres. Et comme ils le chantent par cœur, ça leur demande depuis déjà de nombreuses semaines de travailler beaucoup. Donc c'est du courage et de l'endurance. Oui, voilà. Moi, je pense que c'est... là, nous venons de faire une série qui s'appelle Glory de Handel, qu'on vient de donner plusieurs fois à Paris et dans différentes villes. Et justement, nos chanteurs étaient dans le car qui nous amenait aux différents endroits de concert. Ils étaient avec leur partition du prochain programme et ils travaillaient ça parce que c'est très exigeant. Mais justement, cette exigence, une fois qu'elle est surmontée, elle nous donne une joie profonde, intérieure, une aisance, un plaisir immense.
Donc vous demandez, là en l'occurrence, mais peut-être en général, à vos chanteurs de chanter par cœur. Oui, toujours. Il y a une importance pour ça, je suppose. Il y a une orientation. Eh bien, cette idée du par cœur, ben là aussi, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est née d'une façon très pragmatique de notre société actuelle. De se dire, aujourd'hui, tout va tellement vite. On n'a pas le temps de faire beaucoup de répétitions, parce que toutes les répétitions sont payées, toutes les répétitions coûtent très cher. Donc, quand on demande à des chanteurs de venir pour chanter quelque chose, comme ce sont des bons musiciens, ils arrivent, ils ouvrent la partition et ils déchiffrent. Et donc, en répétition, on fait du déchiffrage amélioré, on arrange... bon. Et ça, je me suis rendu compte qu'avec le peu de répétitions qu'on a les moyens de faire aujourd'hui, parce que depuis 10 ans, on a de moins en moins les moyens de faire beaucoup de répétitions, le public... n'est pas assez nombreux, n'est pas prêt à payer des places de concert aussi chères qu'ils paieraient pour Grand Corps Malade ou pour des groupes de rock. Donc aujourd'hui, il faut aller vite. Et donc j'ai pris le parti de leur demander de chanter par cœur, parce que comme ça, quand ils arrivent, ils ont déjà la partition complètement dans la tête. Et alors là, on peut faire de l'interprétation, on peut aller beaucoup plus loin. Alors ça, c'est un premier point. Mais si vous voulez, c'est le point le plus trivial, peut-être le moins intéressant pour l'auditeur. Le deuxième point, c'est de se dire, quand on chante, quand on donne un concert, si on regarde le public droit dans les yeux, ça change tout. Oui. Alors que si on regarde sa partition, on risque de faire ce circuit fermé entre soi et la partition, et l'auditeur se sent un peu exclu. Oui, là vous l'impliquez. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de personnes se désintéressent de la musique classique, ou se sont désintéressées de la musique classique, parce que finalement, ils ont l'impression de quelque chose de difficile, de lointain. Et justement, il y a cette barrière entre l'auditeur et l'interprète. Alors que dans les musiques actuelles, souvent, l'interprète, il danse, il est à fond en train de regarder l'auditeur, et ça change tout. L'auditeur se sent impliqué. Oui. C'est un spectacle. Voilà. Les choristes acceptent du coup volontiers cette, si je puis dire, ce qui pourrait être une contrainte a priori. Non, je dois vous avouer que non, qu'il y a beaucoup de chanteurs qui n'acceptent pas ça, donc ça fait une sélection naturelle. D'accord. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, je crois que c'est important de travailler avec des personnes qui partagent les mêmes envies, voilà, quitte à se couper, à se passer de beaucoup de gens qui ont plein de valeurs, mais qui n'ont pas envie de faire ce travail. Eh ben, ça donne l'occasion de trouver des personnes qui correspondent mieux à notre projet. Et ce par cœur peut-il être assimilé aussi, quand on joue par cœur, à jouer avec le cœur? C'est-à-dire, voilà, on s'est déjà approprié une partition, et c'est une manière aussi de s'en libérer pour mieux la jouer quelque part. Oui, alors ça, c'est ce que vous dites est fondamental. C'est-à-dire que le cerveau a deux parties. Il y a une partie qui est tout ce qui est raisonnable, et puis une partie qui est tout ce qui est archaïque, qui est les tripes. Et quand on joue avec une partition, là c'est le cerveau qui réfléchit. Donc moi je vois bien, quand je dirige avec ma partition, mon cerveau il sait qu'à tel moment il y a telle entrée parce qu'elle est marquée en rouge, et donc il faut que j'y fasse particulièrement attention, et mon œil est toujours attiré vers ces choses qui sont marquées sur la partition en gros, voilà, donc il raisonne avec ce qu'il voit. Alors que quand je dirige de mémoire, mais là, ça change tout, parce que la partition, on l'a dans la tête, on la voit un peu dans la tête, mais on la voit d'une autre façon. Et puis surtout, on écoute beaucoup plus. Et pour moi, la musique est complètement différente. C'est-à-dire que si, quand je dirige avec la partition, je suis avec mes yeux, là, je suis vraiment avec ma sensibilité. Et c'est ma sensibilité qui est première pour m'indiquer le déroulement de l'œuvre. D'accord. Alors, un autre point, parce que je crois que vous êtes aussi organiste. Oui. Avec votre emploi du temps de chef d'orchestre, y a-t-il encore un peu de place pour cet instrument ? Eh ben, malheureusement, je dois avouer que pas assez, pas autant que j'aimerais. Vous arrive-t-il de jouer pour des messes, par exemple ? Oui, souvent, mais
mais c'est vrai que je refuse aussi beaucoup. Je joue dans plusieurs grandes églises parisiennes, des magnifiques orgues, et j'aime ça à la folie. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement exaltant d'arriver dans ces orgues magnifiques à Paris. Il y a vraiment de beaux instruments en très bon état, et de pouvoir... j'improvise beaucoup, et donc je sais que d'un instrument à l'autre, on improvise différemment. Oui. Il y a certains orgues qui vous portent complètement, avec d'autres, au contraire, c'est nous qui devons porter l'instrument, et parfois c'est bien lourd, mais c'est fabuleusement agréable, j'aime énormément cela. Et puis accompagner, j'ai toujours été très épris de l'accompagnement des foules. Ah oui. Quand une foule chante, même ne serait-ce qu'un amen, et d'accompagner cet amen en dosant bien la force pour ne pas les couvrir, et en même temps pour leur donner envie de chanter plus fort, c'est fabuleux. Alors, dernière question. Il y a ici, dans ce bureau, de nombreux livres. Cette émission est consacrée avant tout à la littérature. Quelle place a-t-elle pour vous et nourrit-elle votre métier de chef d'orchestre au quotidien? Ah oui, alors là vous parlez de quelque chose qui m'est très sensible, enfin qui est très sensible pour moi, c'est le latin et le grec. En effet, j'ai le Gaffio et le Bailly là, qui trônent juste à côté de moi, et que j'ouvre souvent parce qu'on a envie de traduire. Alors on comprend souvent à peu près le sens, mais on a envie de la précision, et cette langue latine est tellement riche, elle nous transforme tellement. Je pense que une des grandes chances pour un Français, c'est de pouvoir apprendre le latin et le grec. On l'a trop peu dit et trop peu pratiqué ces dernières années. Je crois qu'il faut absolument y revenir. Le latin et le grec sont des langues qui nous font grandir, qui nous apprennent à parler correctement le français. C'est ce que disait un Jean d'Ormesson, par exemple. Ben oui, bien sûr. Et Jacqueline de Romilly aussi a dit de tellement belles choses là-dessus. Je crois qu'il faut vraiment que les jeunes générations se rendent compte qu'on a fait des erreurs. Et je crois qu'aujourd'hui, apprendre l'anglais, c'est très bien. Apprendre d'autres langues, parfois c'est bien aussi. Mais apprendre le latin et le grec, c'est fondamental. Je pense que si on veut prendre de la hauteur, si on veut savoir prendre les bonnes décisions dans sa vie, si on a fait du latin et du grec, les choses vont changer, parce que cette compréhension intime de la langue nous permet d'avoir une pensée plus intelligente. Or, dans la vie, ce qui est important, c'est pas tellement toutes les choses techniques qu'on a pu apprendre, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et quand je dis ça, c'est autant professionnellement que dans sa vie personnelle, que dans sa vie spirituelle, de prendre les bonnes décisions, d'avoir le courage de faire des choix, d'avoir le courage de renoncement, d'avoir le courage de faire des choses qui ne s'imposent peut-être pas au premier coup d'œil. Eh bien cela, je crois que l'élévation intellectuelle qu'on peut avoir par ces langues, qu'on a dit mortes, mais tellement à tort, parce que ce sont des langues qui vivent encore dans notre langue. Et je pense qu'aujourd'hui, on abîmerait beaucoup moins notre langue avec ce satané anglais qui vient se mettre récemment. Là, je travaillais avec quelqu'un, il me demandait de lui envoyer le wording. En fait, il voulait les textes. Et sans arrêt, on nous bassine avec des mots débiles comme ça, qui sont graves, parce que moi le problème c'est que les plus petits, les plus pauvres, ceux qui n'ont pas d'instruction, ils sont complètement largués là. Et alors, une fois de plus, c'est toujours cette petite élite, ce petit monde de la mondialisation réussie, de la mondialisation heureuse, ces gens qui croient que la vérité est révélée et sort de leur bouche, qui nous imposent ce baragouinage, qui met de côté toute une tranche de la population, et après on va dire des méchancetés sur ces gens du peuple qui ont des réactions parfois difficiles, mais je pense que si ces personnes, on arrêtait de les exclure, notamment en leur disant des mots anglais, ça changerait beaucoup. Je vous remercie, c'était exactement le point de vue de Michel Serres que nous avons lu sur cette antenne dans son Défense et illustration de la langue française. Dernière question, quand est-ce et où peut-on vous voir pour le Stabat Mater? Alors, le Stabat Mater de Scarlatti, donc dans ce concert de virtuosité où nous allons donner d'autres œuvres italiennes fabuleuses, ça sera à l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris.
et nous allons le jouer sur le Jubé, c'est-à-dire c'est la dernière église qui comporte un Jubé à Paris. Je sais qu'en Bretagne, il y a beaucoup de Jubés. Et donc on va chanter, les 10 chanteurs seront sur le Jubé avec l'orchestre qui sera lui en bas. Et ils vont essayer de se répondre. Alors c'est une première, on n'a pas fait, on a prévu toute une soirée sur place justement pour régler ça. Je pense que ça va être difficile, ça va être virtuose, mais je crois que le jeu en vaudra la chandelle parce qu'on va ressentir ce que les gens d'autrefois sur ce Jubé pouvaient ressentir. D'accord. Et la date, on peut inviter les gens à regarder, à consulter votre site internet. Je crois que le mieux c'est de regarder le site internet du Palais Royal, donc Orchestre le Palais Royal. Voilà, avec Jean-Philippe Sarcos, ça devrait être facile à trouver sur Internet. Eh bien, je vous remercie beaucoup.